Alors, bienvenue, aujourd'hui on va se plonger dans l'œuvre de Sigrid Nunez et surtout dans une idée qui nous touche tous. Les histoires qu'on se raconte, ce ne sont pas juste des histoires, en fait elles sont le fondement même de notre réalité. Allez, c'est parti pour ce voyage au cœur de ce qui nous construit. Pour commencer, cette citation de Gabriel Garcia Marquez est juste parfaite. Ce qu'elle nous dit, c'est que notre vie, ce n'est pas une liste de faits, c'est une histoire qu'on choisit de raconter, qu'on réécrit un peu à chaque fois qu'on s'en souvient. Notre mémoire, ce n'est pas un disque dur, c'est notre toute première œuvre de fiction. Et ça nous amène à la question centrale de toute cette analyse. On construit nos vies sur des histoires, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe quand ces histoires s'effondrent? Quand le récit qui donnait un sens à tout, l'amour, la carrière, notre identité, se fissure. C'est sur ce terrain mouvant que Nunez nous emmène. Ok, pour comprendre comment nos histoires peuvent s'écrouler, il faut d'abord regarder comment elles se construisent. Et tout, absolument tout, commence avec la mémoire. Ce que Nunez suggère, c'est que ce qu'on retient d'une expérience, que ce soit un livre ou un moment de vie, ce n'est pas tellement l'enchaînement des faits, mais plutôt l'émotion que ça a laissé en nous. La narratrice de Nunez, par exemple, se souvient avoir lu Les années de Virginia Woolf, mais elle est incapable de raconter l'intrigue. Ce qui reste, c'est une sensation, une atmosphère, et cette idée, elle est fondamentale. L'expérience est plus forte que les faits. L'émotion qu'on a ressentie à un instant T est bien plus tenace dans notre mémoire que le déroulé exact des événements. Allez, on passe maintenant à un des plus grands récits de nos vies, l'amour. Chez Nunez, ce n'est pas vraiment un conte de fées. C'est une force qui peut être incroyablement destructrice, une histoire qu'on se raconte et qui, parfois, peut nous anéantir. Prenons l'histoire de Jill et Larry. C'est un drame en 4 actes très simple. Un coup de foudre d'ado, un rejet, un regret, un chagrin immense. Ce qui aurait pu être une simple peine de cœur, pour Jill, ça devient une histoire qui la change complètement. Elle n'est plus la même. Cette anecdote montre bien comment l'amour, ce grand récit, peut se transformer en une sorte de maladie qui dévore la personne qu'on était avant. Maintenant, explorons une situation où les histoires personnelles s'entrechoquent de manière beaucoup plus sombre. Une agression présumée sur un campus. D'un côté, on a sa version à lui. Dans le bruit, l'alcool, sa propre excitation, il dit ne pas l'avoir entendu dire non. C'est son histoire, son souvenir de cette soirée. Et puis, de l'autre côté, il y a sa version à elle. Elle est sûre de lui avoir demandé d'arrêter. Même si ce n'était qu'une seule fois, pour elle, ce non était clair et net. Le problème, c'est que leurs souvenirs, les deux histoires qu'ils se racontent de la même soirée, sont totalement incompatibles. Et là, franchement, ça donne le vertige. Quand deux histoires s'opposent avec une telle force, où est la vérité? Nunez, elle, ne nous donne aucune réponse facile. Elle nous laisse dans cette zone grise, où la mémoire n'est pas fiable et où la notion de consentement est si complexe que tout jugement devient presque impossible. Après cette impasse, Nunez nous présente une autre façon de dynamiter les récits dominants sur l'amour, mais de manière totalement assumée cette fois. Le personnage de Lily, elle, rejette l'idée que mariage égale exclusivité. Pour elle, la fidélité sexuelle, c'est une invention sociale assez cruelle. Alors elle décide de construire sa propre histoire, son propre code, en dehors de toutes les conventions. Et le cas de Lily nous amène à un sujet encore plus vaste. Les scripts sociaux entre les hommes et les femmes sont en pleine mutation. Les anciennes règles sont dépassées, mais les nouvelles ne sont pas encore claires pour tout le monde. Et ça crée énormément de confusion. Écoutez cette phrase, tirée d'une nouvelle des années 50. C'est comme un fossile d'un autre temps. Les hommes vont s'en occuper. C'était plus qu'une phrase, c'était tout un scénario. L'homme protecteur, le pilier de la famille. Un récit simple, rassurant pour certains, où chacun avait un rôle bien défini. Le contraste avec aujourd'hui est saisissant. Regardez comment les hommes sont souvent représentés dans la fiction actuelle. De l'homme qui s'en occupe, on est passé à l'homme défaillant, égoïste, un peu paumé, parfois carrément monstrueux. Le balancier du récit a complètement changé de côté, et ça reflète une transformation culturelle énorme. Et cette collision des scénarios, ce n'est pas juste dans les livres, ça arrive tous les jours. Prenez cet exemple, il est parfait. Un homme offre des roses à son assistante pour la Saint-Valentin. Dans sa tête à lui, c'est un geste amical, presque un truc d'enfant comme on faisait à l'école. Mais pour une collègue qui voit la scène, le scénario est totalement différent. C'est un geste déplacé, un abus de pouvoir potentiel. Le même acte, deux histoires radicalement opposées. Et le résultat? De l'incompréhension, de la colère, un conflit. Ok, maintenant, parlons un peu de celles et ceux qui créent ces récits, les écrivains. Nunez se demande quel est le prix à payer, émotionnellement et moralement, quand on transforme la vie des gens en littérature. Cette phrase de Graham Greene, elle fait froid dans le dos, mais elle est tellement juste. Pour écrire sur la vie, sur les autres, il faut une part de froideur, ce glaçon au cœur, ce détachement qui permet d'observer, d'analyser, même les moments les plus intimes ou les plus douloureux. C'est peut-être le prix à payer pour mettre un peu d'ordre dans le chaos de la vie.
La narratrice se retrouve d'ailleurs en plein dans ce dilemme en lisant les mémoires d'une mère qui raconte en détail les problèmes de son enfant difficile. La question est simple. Où s'arrête le témoignage et où commence l'exploitation de la vie de quelqu'un d'autre? En racontant son histoire, est-ce qu'un écrivain a le droit de voler celle des autres? Et cette question, en fait, elle cache une angoisse qui pèse sur toute la littérature en ce moment. On est bombardé d'infos, de vérités personnelles, de confessions sur les réseaux. Face à cette soif d'authenticité brute, est-ce que la fiction, l'art d'inventer des histoires, a encore sa place? Pourquoi inventer quand le réel est déjà si bruyant? Bon, alors, si toutes nos histoires, celles qu'on se raconte sur soi, sur l'amour, sur la société, sont fragiles et en pleine crise, comment on fait pour vivre? Pour finir, Nunez nous emmène vers la philosophie en revisitant un mythe que tout le monde connaît pour explorer ce que ça veut dire de vivre sans un scénario clair. La boîte de Pandore. On connaît tous plus ou moins l'histoire, non? Tous les malheurs du monde sont libérés de la boîte, mais tout au fond, il reste un dernier truc, l'espoir. C'est censé être la consolation, la petite lumière au bout du tunnel. Mais Nunez, elle, nous invite à retourner complètement cette idée. Et voilà la réinterprétation dit Nietzsche, et elle est radicale. Et si l'espoir n'était pas la solution, mais au contraire le pire de tous les maux? Le piège final? L'idée, c'est qu'en nous faisant espérer un avenir meilleur, l'espoir nous empêcherait d'accepter la réalité telle qu'elle est, maintenant. Il ne ferait que prolonger notre souffrance. C'est une pensée vraiment, vraiment déstabilisante. Et cette idée, aussi folle soit-elle, on la retrouve chez une autre grande écrivaine, Joanne Didion. Pour elle, la vraie sagesse, ce n'est pas de s'accrocher à une histoire positive, à l'espoir que tout va bien se terminer. C'est de reconnaître que la vie est, par nature, chaotique. Pour survivre, il faut d'abord apprendre à naviguer dans ce désordre, sans chercher un sens parfait à tout prix. On termine donc là-dessus avec cette question immense qui reste en suspens. Si on ne peut pas faire confiance à nos souvenirs, si les grandes histoires sur l'amour et la société sont en train de s'effondrer, et si même l'espoir peut être un piège, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour avancer? Sigrid Nunez ne donne pas de réponse toute faite, mais peut-être que la vraie force, c'est d'avoir le courage de continuer à se poser la question. Voilà, c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse.